Connectez-vous, 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 on se laisse. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. L'incontournable. L'incontournable. Connectez-vous, chers parents, chers amis, chers frères. Connectez-vous, on va se laisser. Connectez-vous, on va se laisser. Connectez-vous, on va se laisser. Mettez-vous en ligne. 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 Abonnez-vous massivement sur Djigé Compris. Voilà la page qui dit la vérité. La seule page qui fait des vraies analyses concrètes. Donc abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. On s'est laissé en même temps. Mettez-vous en ligne, on s'est laissé. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Et n'oubliez surtout pas à me donner les étoiles. Hein, pour ceux qui aimeraient bel et bien donner des étoiles, n'hésitez surtout pas à donner des étoiles. Donc ce n'est pas une obligation, mais c'est un don. Si vous voulez bel et bien donner. Voilà, Dieu dit aimez-vous les uns et les autres. Donc si tu te sens chrétien ou chrétienne, ou bien tu te sens musulman ou musulmane, et que tu aimerais bel et bien faire un don, mon frère ou ma soeur, n'hésite surtout pas. Il faut le faire. Pendant que tu es en vie, Dieu va te bénir. L'incontournable. Donc connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On va quitter ici vite fait. On va parler de ce qui se passe et puis on quitte ici. Bernie Prince, big up à vous. Le samouraï noir, big up à vous. Koka, big up à vous. Seogo Abdul Karim, big up à vous. Donc partagez le direct. Mettez le direct dans les groupes, sur vos murs. Taguez vos amis et n'hésitez surtout pas à vous-même à vous abonner. Jean-Francis Kofi, Mario Zagallo. Le Dugas. Alors, donc, nous allons débuter le direct sans trop tarder. Bonsoir, bonsoir à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Guy compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon. Appelez-moi Boum, laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camaridez ou la Mugia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de la démilitarisation de l'OTAN par la Russie. Des gens me demandent, oui, la Russie est en train de démilitariser l'OTAN et dénazifier l'Ukraine. C'est très important. Et sous quel angle la Russie pourra attaquer pour priver l'Ukraine de l'aide otanienne? Voici le directeur de ce soir. Donc j'espère que tout le monde est bien assis. Tout le monde a bien prêté ses oreilles. Oui, il y a 2 oreilles. Et j'espère que tout le monde est prêt à écouter. Alors, des gens se posent des questions. Pourquoi l'opération spéciale russe sur le territoire ukrainien prend assez de temps? Pourquoi la Russie ne déclare-t-elle pas une guerre généralisée en Ukraine pour gagner le plus tôt possible? Écoutez, c'est très facile. C'est très facile. Vous savez, dans la vie, quand tu as un problème avec quelqu'un, ton voisin, tu as un problème avec ton frère, et que celui qui n'est pas son frère, il quitte là-bas et puis il se mêle de ce qui ne lui regarde pas, mon frère, il faut prendre tout le temps pour enlever ça dans ses yeux. Comme ça, la prochaine fois, quand tu auras ton problème là, il ne va plus se mêler là-dedans. Je vais dire quoi par là? Je vais dire par là que la Russie et l'Ukraine sont 2 pays voisins, sont 2 pays frères, le même peuple, la même culture, la même vision. Ils sont des, comment on les appelle même? Si on peut le dire, des Khazars. Ce sont des gens qui ont eu les mêmes ancêtres. Et aujourd'hui, la politique a fait qu'ils se sont divisés. Alors, la grande sœur qui est la Russie dit, la petite sœur déconne. La petite sœur s'en va se lier à des gens qui ne les aiment pas, qui veulent la mort de la grande sœur qui est la Russie. Petite sœur, il faut bien faire. La petite sœur dit, non, moi j'ai le soutien des autres, donc toi et moi là, on va se laisser. Toi et moi là, tu vas me sentir, je n'ai plus peur de toi.
C'était avant, mais maintenant, là, j'ai grandi, voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Tu vas me sentir parce que j'ai le soutien. La grande soeur dit, ok, il n'y a pas de souci. Si c'est le cas là, je vais enlever ça dans ses yeux. Donc, la grande soeur a décidé d'amener quelques soldats, hein, chez le voisin pour lui donner une petite leçon. Maintenant, le voisin a des soutiens. Et ces soutiens-là se mêlent de l'affaire. Quand c'est comme ça, il ne faut pas faire vite. Il ne faut pas régler le problème le plus tôt possible. Il faut prendre tout le temps qu'il faut pour faire saigner pour faire saigner ceux qui se mêlent des choses qui ne leur regardent point. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire par là que l'OTAN qui s'est immiscé dans cette affaire russo-ukrainienne doit saigner, doit être démilitarisé. Parce que pour démilitariser un pays, on n'a pas besoin d'intervenir dans ce pays forcément pour démilitariser le pays. Par exemple, pour l'Ukraine, oui, il fallait intervenir pour démilitariser l'Ukraine. Parce que sans intervention, il ne peut pas avoir de démilitarisation sur le territoire ukrainien. Mais il y a certains pays où ils n'ont pas besoin d'intervention et puis on démilitarise ces pays tout simplement. C'est très simple. Vous savez, quand la Russie s'est engagée en Ukraine, les pays membres de l'UE, ainsi que tous ceux qui forment l'OTAN, se sont dit que c'était le moment opportun pour faire saigner la Russie, pour mettre la Russie en genoux, parce que c'est un pays qui refuse d'obéir le dictat de l'OTAN. C'est un pays qui refuse, hein, de se ranger de leur côté. Tout ce qu'ils disent, c'est le pays qui refuse de dire le béni, oui, oui, et qui se rebelle. Donc, c'était un moment opportun pour eux, pour faire saigner la Russie, un moment pour eux, pour détruire totalement l'économie russe, un moment pour démilitariser la Russie. C'est ce qu'ils avaient dit. Donc, ils ont intervenu. Mais malheureusement, ils n'ont pas calculé le stock d'armement de la Russie. Eux, ils se sont fiés sur des données bizarres pour dire non, le PIB de la Russie, hein, équivaut à celui de l'Italie ou de l'Espagne. Donc, c'est un pays qui va s'écrouler. Avec les sanctions, avec toute cette coalition, l'armée russe ne pourra pas tenir pendant 2 mois. Parce que pour tenir, il faut avoir une économie forte et tout. Donc, ils ont pris toutes les sanctions. Est-ce que vous comprenez? Toutes les sanctions dans tous les domaines. Même, ils se sont attaqués à l'énergie qu'on leur donnait à bas prix. Ils se sont attaqués à ça, pensant que en détruisant l'énergie, le gaz, le truc, comment on appelle ça, le pétrole, la Russie allait se retrouver en genoux. Mais malheureusement pour eux, ça n'a pas été le cas. Ils se sont même attaqués à l'or russe. Ils se sont attaqués à la monnaie en interdisant les banques russes de coopérer avec les banques occidentales américaines et tout. En tout cas, toutes les banques qui se retrouvent dans les pays membres de l'OTAN ont cessé de coopérer avec les banques russes. L'objectif, détruire la monnaie russe pour ramener l'économie à l'âge de la pierre taillée. Toutes ces initiatives n'ont pas donné les résultats escomptés. Résultat, il y a eu un boomerang envers ceux-mêmes qui avaient pris ces mêmes décisions. L'inflation galopante et tout. La Russie a subi, mais elle ne subit pas seule. Elle subit au même titre que certains pays qui les avaient sanctionnés. Ces pays qui avaient sanctionné la Russie, d'autres même ont subi plus que la Russie. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, la Russie s'est adaptée. La Russie a bénéficié de plusieurs technologies parce que les Européens qui quittaient le pays avec leurs usines et tout ça, en quittant là-bas, la Russie a interdit ces Européens de partir avec les usines, les machines qui étaient là-bas. Donc la Russie a bénéficié de ça. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont donné gratuitement beaucoup de technologie à la Russie en matière de construction automobile et tout. Les Français ont laissé, Renault a laissé une grande part avec la connaissance. Les Russes ont pris le contrôle. Aujourd'hui, ils produisent les véhicules à la place du Renault.
de la marque Renault et tout. Et il y a bel et bien d'autres sociétés, même McDo. Aujourd'hui, les Russes, ils font leur propre McDo. KFC, tout ça, il y en a beaucoup. Si on veut quitter, on ne peut pas quitter ici. Donc, ils ont bénéficié de beaucoup de choses, même en matière d'aviation. Aujourd'hui, ils deviennent autonomes. Ils construisent leurs propres avions. Ils n'ont plus besoin de Boeing ou bien quoi que ce soit. Leur propre aéroflotte, ils développent ça et ça va devenir des avions nationaux. Donc, en 2023, les avions qui vont quitter la Russie pour faire le tour du monde seront proprement des avions russes, 100% russes. Il n'y aura plus une technologie européenne là-dedans. Donc ça booste les Russes. Donc du coup, ils évoluent sur tous les plans. Puisqu'ils n'ont plus l'opportunité d'avoir la technologie européenne. Eux-mêmes, ils sont forcés de faire parler leur propre génie. Parce que quand on te donne quelque chose gratuitement, tu ne bouges pas tes fesses. Tu ne fais aucun effort. Mais dès lors qu'on te coupe cette chose, tu es obligé de te mettre au taf pour trouver cette chose. Et donc, c'est ce que les Russes sont en train de faire. Donc, il va y avoir un boom technologique. Un boom technologique en Russie. Il faudrait que ça soit clair. Donc, les Occidentaux qui se sont immiscés dans cette opération spéciale russe, pensant que non, c'était l'opportunité pour détruire la Russie totalement, ça a tourné au vinaigre. C'est la Russie qui est en train de démilitariser l'OTAN. Ah oui, il faudrait que ça soit clair. C'est la Russie qui est en train de démilitariser l'OTAN. Eux, ils regardent le budget militaire. C'est différent. La Russie, son budget militaire, même si c'est 65 milliards, et que prenons l'Angleterre ou la France, qui ont les mêmes budgets militaires, 65 milliards. La production au niveau de l'armement russe va être 3 fois plus élevée que la production de ces pays comme la France ou l'Angleterre. Pourquoi? Parce que les matériels que les 65 milliards, par exemple, de la France vont acheter, ces mêmes matériels que les 65 milliards de dollars russes vont acheter, vont être différents. Pourquoi? Parce qu'en Russie, eux-mêmes, ils ont leurs propres ressources. Et les marchandises sont moins coûteuses plutôt. Les marchandises sont moins coûteuses en Russie qu'en Europe. Donc, les Européens, ils ne comprennent pas ça. Eux, ils regardent le budget. Oh, c'est 65 milliards. Non, c'est 80 milliards. Donc, ils n'ont pas un grand budget militaire. Mais non, leurs 85 milliards ou bien 65 milliards, c'est qu'ils vont produire là. Ils produisent 2 fois plus ou 3 fois plus que les pays européens qui ont le même budget militaire. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'en Russie, c'est en roubles. Donc, les 65 milliards vont être convertis en roubles. Donc, ça leur fait des milliards, beaucoup de milliards en roubles. Et donc, quand ils investissent dans l'armée, ça fait beaucoup d'argent et ils sont heureux. Pour eux, leur industrie de l'armement, c'est déjà un truc. Mais en Europe, les 65 milliards, ils vont te dire, bon, pour produire seul avion, ça coûte autant. Donc, du coup, ça ne suffit pas. Et c'est ce que les Occidentaux ne comprennent pas. Eux, ils convertissent en dollars, ils pensent que c'est tout le monde qui a l'euro ou bien le dollar pour payer en dollars et faire ces trucs. Non, il y a d'autres. Et c'est la même chose comme la Chine. Comme les États-Unis, quand ils disent 800 milliards de dollars, oh, le plus gros budget. Quand la Chine dit, bon, pour nous là, c'est 150 ou bien 200 milliards de dollars. Oh, mais ce que la Chine produit et ce que les Américains produisent, c'est la même chose. Parce que les Chinois, ils convertissent ça en yuan. Et donc, ce qu'ils produisent là, c'est national pour eux. C'est national, donc leurs marchandises leur reviennent moins cher. Oh, les Américains, ça leur revient plus cher, puisque le matériel que les Américains utilisent pour faire leurs trucs, c'est plus coûteux que ce que les Chinois utilisent. Donc, ça revient, c'est comme si c'était le même budget. C'est ce que les Européens ne comprennent pas. Donc, ils ont minimisé la Russie. Ils ont cru qu'ils allaient démilitariser la Russie, détruire l'armée russe, mais c'est le contraire qui se passe. Parce que non seulement la Russie, ce qu'ils ont oublié, a hérité d'un grand stock d'armement de l'Union soviétique, de l'URSS. Donc quand l'Union soviétique s'est disloquée en 91, quand l'Union soviétique s'est disloquée en 91, tout l'armement de l'URSS, la Russie a pris la grande partie. C'est ça qui a fait de la Russie la première puissance militaire, la première puissance nucléaire au monde.
Parce que l'armement nucléaire que possédait l'Ukraine, que possédait la Biélorussie, que possédait le Kazakhstan, la Russie a pris tout. Et donc, ça fait de la Russie la première puissance nucléaire au monde. Et il y a d'autres armes dont la Russie a hérité. Donc, et il y a des missiles soviétiques que les Russes ont gardés. Donc, les Occidentaux ne connaissent pas le nombre réel de tous ces armements de l'Union soviétique que la Russie a mis dans son stock. Et donc, ils pensent que ce sont des armements récents que les Russes ont produits, hein, que les Russes allaient utiliser sur le champ de bataille. Donc, pour eux, ils étaient gamés. Ils se disaient, on va les démilitariser. Mais ils ont fait un faux calcul. Depuis que la Russie a lancé les opérations spéciales sur le territoire ukrainien, la Russie n'utilise pas les nouvelles armes qu'elle-même elle a produites. Elle utilise les armements de l'Union soviétique. Ce qui veut dire, depuis que Poutine a pris le pouvoir, depuis les années 92 et tout ce que la Russie a produit, la Russie n'utilise pas ça d'abord. La Russie utilise les armes des années 80, 70, 60. Et c'est à travers ces armes-là que la Russie a réussi à démilitariser l'OTAN. Il faudrait que ça soit clair, parce que pour que l'Ukraine puisse continuer sa guerre, il faut le soutien occidental, il faut le soutien de l'OTAN, sinon l'Ukraine ne tiendra pas. Il faut le soutien occidental, le soutien de l'OTAN, sinon l'Ukraine ne tiendra pas. C'est ça le vrai problème. Et pour tenir, il leur faut des milliers de trucs d'armement. Or, les armes qui sont envoyées en Ukraine, d'autres sont détruites. Donc, il faut les remplacer immédiatement. Parce que si c'est détruit par les frappes russes et que ce n'est pas remplacé, mais il y a problème. L'Ukraine ne pourra pas tenir. Donc, il faut les remplacer immédiatement. Donc, ce qui fait que chaque jour, il doit avoir des armes qui doivent rentrer sur le territoire ukrainien pour renforcer l'armée ukrainienne, pour renforcer toutes ces milices qui sont en Ukraine. Or, la Russie n'utilise pas encore ses propres armes qu'elle a fabriquées sous l'aide de Poutine. Ses propres missiles que la Russie a fabriqués sous l'aide de Poutine. La Russie utilise les missiles sous l'aide de l'Union soviétique. Et c'est ce que les Occidentaux ne comprenaient pas. Ils pensaient que les missiles de l'Union soviétique étaient déjà périmés et que bon, la Russie avait déjà détruit ça. Malheureusement pour eux, c'est le contraire. Et donc, pendant que la Russie utilise des vieux missiles, les Occidentaux, eux, ils envoyaient leurs nouveaux armements qu'ils ont produits. Parce qu'eux, ils n'ont pas d'armement soviétique là-bas. Et puis, lors de la confrontation et tout, les Occidentaux, ils veulent tout ce qui est nouveau, tout ce qui est parfait, avec précision et tout. Donc, leurs anciens stocks d'armement, ils n'ont pas entretenu ça. Ils ont un peu de stock, mais ils n'ont pas gardé un grand stock. Donc, quand ils ont fini de donner leurs anciens stocks d'armement à l'Ukraine, il manquait maintenant, ils sont obligés de puiser dans leur nouveau stock d'armement, c'est-à-dire les armes qu'ils ont produites récemment. Ils sont obligés de puiser dedans pour donner aux Ukrainiens. Pendant ce temps, les Russes, ils sont encore dans l'ancien, les T-72 là. Ce ne sont pas des nouveaux chars. Ce ne sont pas des T-14 ou bien T-90 ou bien trucs. Non, les Russes, ils sont dans les T-72, dans les T-60. Et ils sont là puisés. Ils sont là fatigués, l'OTAN. Ils sont là fatigués, l'OTAN. Malgré leurs vieux armements, ils ont réussi à prendre au moins 20 à 18% du territoire ukrainien devant les nouveaux armements occidentaux. Donc on doit se poser des questions. C'est que les vieux armements de la Russie impressionnent, font le boulot et dépassent les nouveaux armements occidentaux. Il faudrait que ça soit clair. Et le problème dans l'OTAN, c'est que les pays qui composent même l'OTAN,
Tous ces pays-là, il y a beaucoup qui n'ont pas une grande industrie d'armement. Il faudrait que ça soit clair. Ce n'est pas le cas de la Russie, qui a une grande industrie de l'armement, non seulement, mais qui a un grand stock d'armement qu'elle a hérité de l'Union soviétique. Bon, vous prenez la Lituanie a quelle industrie d'armement? Vous prenez un truc comme l'Estonie a quelle industrie d'armement? Vous prenez, je ne sais pas, la Roumanie. Est-ce que les Roumains ont une grande industrie d'armement? Les Polonais, ils produisent, mais ils n'ont pas une grande industrie d'armement. Vous prenez la République tchèque, vous prenez la Croatie, tous ces pays que je vous cite là, est-ce qu'ils ont une grande industrie d'armement? Ils n'en ont pas. La plupart de ces pays-là achètent leurs armes chez les Américains. Est-ce que vous comprenez? Donc, non seulement ils ont des difficultés de produire en grande quantité des armes, ou bien des bonnes armes, de bonne précision, eux-mêmes ils ont des difficultés. Donc ils sont obligés d'acheter des armes, toutes leurs armes, ils achètent ça chez les Américains. Que ce soit avion, que ce soit tout, des chars de guerre, c'est chez les Américains. Donc vous comptez sur les Américains et vous êtes au sein de l'OTAN. Bon. Et vous vous coalisez pour dire, bon, vous allez affronter un pays qui est la Russie. Mais vos armes que vous avez achetées chez les Américains, le peu d'armes que vous aviez hérité de l'Union soviétique, vous avez tout pris pour donner ça aux Ukrainiens, pour combattre les Russes. Maintenant, vous qui n'avez pas de grande industrie d'armement, vous vous retrouvez sans armes. Pour vous réarmer, vous demandez aux Américains. Or, les Américains, ils sont à fond dans le soutien aux Ukrainiens. Donc, eux-mêmes, là, ils sont obligés de lancer l'économie de guerre. Sinon, les Américains, eux-mêmes, ils ne peuvent pas produire leurs propres armes pour se protéger. Produire des armes pour les Ukrainiens et produire des armes pour les pays qui sont membres de l'OTAN, qui viennent de se démilitariser au nom de l'Ukraine, leur donner des armements en quantité. Donc eux aussi, ils sont dépassés. Ils ne savent plus quoi faire. Voici le vrai problème. Donc l'OTAN, pour rien, vient de se démilitariser sans que l'OTAN ne s'en rende compte. Même la France, qui est la France, n'a pas une très grande industrie d'armement. Elle produit les armes, certes, mais sa capacité de production n'atteint pas la capacité de production de la Russie. Non. L'Angleterre aussi, c'est pareil. Et les Anglais, là, eux, leurs armes, la plupart de leurs armes, c'est chez les Américains, ils payent. C'est chez les Américains. Que ce soit les sous-marins, même les avions, c'est chez les Américains, ils payent. Le F-35, les Allemands aussi, c'est chez les Américains. Donc, vous qui comptez sur les Américains pour vous alimenter en armement, en avion et tout, vous donnez tout ce que vous avez aux Ukrainiens et vous vous retrouvez sans armes. Comment vous allez pouvoir produire pour relancer? Or, vos pays se trouvent dans une inflation pas possible, galopante. Si vous lancez encore l'économie de guerre chez vous, mais c'est le chaos total qui va s'installer. Et donc, ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus quoi faire. Mais en France, il y a déjà l'économie de guerre. En Allemagne, il y a déjà l'économie de guerre. En Angleterre, il y en a déjà. Mais ils n'annoncent pas ça officiellement à leur population. Sinon, les gens vont se lever. Les gens vont se lever pour se plaindre. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas cette capacité de production en grande quantité. C'est l'Amérique qui a cette capacité. Mais l'Amérique ne peut pas alimenter l'Ukraine, en même temps ses alliés et elle-même. Puisque elle-même, elle s'est démilitarisée sans même s'en rendre compte. Ces armes qu'elle avait, elle a donné la moitié aux Ukrainiens pour combattre les Russes. Elle a donné la moitié aux Ukrainiens pour combattre les Russes. Tout ce qui reste aux Américains, ce sont les trucs, les avions. Ce sont les avions. Mais ces avions ont besoin des missiles. Or, ces missiles des avions américains, ils ont donné aux Ukrainiens. Ils ont adapté. Oui, parce que les gens ne savent pas. Et tu peux avoir beaucoup d'avions. Mais pour utiliser ces avions, il faut des armes.
ces armes, les armes de leurs avions, ils ont modifié les MiG-29 aux Ukrainiens ou bien des pays membres de l'OTAN parce que normalement les pays membres de l'OTAN doivent avoir le même système d'armement, les mêmes trucs. Donc les MiG-29 qui se trouvaient dans les pays membres de l'OTAN, ils avaient adapté ça pour que ça puisse utiliser les missiles de l'aviation américaine. Donc tout était adapté. Donc ces MiG-29 que les pays, les anciens pays soviétiques, la Pologne, Lituanie, l'Estonie, Croatie, tout ce que vous pouvez entendre, la Roumanie et tout ça, le MiG-29 qu'ils avaient, qui était déjà adapté à utiliser les missiles de croisière, les missiles de trucs de l'aviation américaine, ils ont envoyé ça en Ukraine. Et ils ont envoyé beaucoup de missiles anti-radar, des missiles de l'aviation américaine. Donc, les Américains eux-mêmes, ils ont tapé dans leur stock pour envoyer beaucoup de missiles aux Ukrainiens, pour que les Ukrainiens puissent les utiliser. Donc, en matière de missiles, ils ont déjà fourni. Ils ont déjà fourni ce qu'il fallait fournir. Les missiles anti-navires, les Américains ont fourni, les Anglais ont fourni. Les systèmes de défense anti-aérienne, qu'est-ce qu'ils n'ont pas envoyé même en Ukraine? Ils ont déjà envoyé les systèmes de défense anti-aérienne. Ils ont envoyé des hélicoptères. Ils ont envoyé tout ce qu'ils pouvaient. Tout, leur renseignement en guerre électronique, tout ils ont envoyé. Ils ont montré leur capacité. Mais face à ça, la Russie tient. Et la Russie n'a pas encore envoyé toute sa capacité de guerre électronique. La Russie n'a pas encore envoyé ses nouvelles armes. Et donc l'OTAN est en train d'agoniser. L'OTAN est en train d'être démilitarisée. Donc Poutine est un chef et la Russie est une vraie puissance militaire. Parce que cette coalition qu'ils ont fait, imaginons que les alliés des trucs des Russes, eux ils disent, bon, nous on ne rentre pas en guerre, mais on va alimenter la Russie en armes. Vous imaginez? C'est ce qu'ils disent, que l'OTAN n'est pas... Oui, imaginons que les alliés russes disent, bon, nous, on n'est pas en guerre, on va donner des armes à la Russie. Est-ce que l'OTAN, les pays membres de l'OTAN ne vont pas crier au secours? Oh, c'est comme si le ciel était tombé sur les têtes. Tout simplement, ils ont dit, l'Iran, en fait, vous n'avez pas vu de la manière, ils ont crié Iran, 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 partout. Parce que pour eux, c'est inadmissible. Eux, ils peuvent faire, mais les autres, mais imaginons que la Chine rentre dans la danse, la Corée du Nord, et beaucoup le Venezuela et beaucoup de pays rentrent dans la danse pour dire, bon, nous, on ne participe pas, mais on va donner des armes à la Russie. Imaginez, de la manière, ils vont crier au secours, comme si le truc était tombé. Est-ce que vous imaginez, vous voyez le film? C'est-à-dire, eux, ils vont dire, oh, ils sont co-belligérants. Ils vont le dire. Ils vont pas dire, non, c'est une aide. Non, non, ils vont dire, ils sont co-belligérants, ils participent directement à la guerre. Mais quand c'est eux, ils disent, non, c'est une aide, nous, on n'est pas co-belligérants. Mais est-ce que vous n'avez pas vu, ils ont accusé l'Iran d'être co-belligérant? Parce qu'ils ont dit, l'Iran envoyait des drones. Donc, l'Iran était co-belligérant. Mais eux, quand on a dit, mais vous, ils disent non, 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 c'est une aide, c'est un pays qui a attaqué, donc on apporte une aide, c'est une assistance, c'est tout à fait légitime, c'est normal. Donc voilà comment eux, ils raisonnent. Donc Poutine est en train de démilitariser l'OTAN. Voilà pourquoi il met tout ce temps. Tout le temps qu'il prend là, c'est pour les fatiguer, les pays européens. Parce que s'il fait vite, il mène vite les opérations, il a beaucoup, c'est pas matériel qui manque aux Russes, hein. Les gens disent, non, non, la Russie manque de trucs, de matériel militaire. Non, 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 ce n'est pas matériel militaire qui manque aux Russes. Les Russes en ont. Ils en ont jusqu'à truc. Même, ils peuvent même vendre. Est-ce que, demandez aux pays africains qui s'en vont demander des armes aux Russes, est-ce que la Russie vous a dit que non, les armes manquaient, donc on ne peut pas vous vendre des armes? Non, malgré que les Occidentaux disent, non, il manque des trucs d'armes et tout. Ils vendent toujours des armes à des pays qui en veulent. Ça veut dire eux-mêmes, ils en ont suffisamment. Parce que si tu n'en as pas, comment quelqu'un peut venir, un client peut venir te dire, bon, il faut me vendre des armes et puis tu vas lui donner. Tu vas dire, moi-même, ça ne me suffit pas, je suis en guerre, ou bien je suis en opération militaire, ça ne me suffit pas, donc je ne peux pas vendre. Mais la Russie continue de vendre. Demandez aux pays africains. En dehors des pays africains, demandez aux pays asiatiques. La Russie livre des armes partout. Hein. Est-ce que vous le comprenez? Donc, voici un peu la vraie vérité.
Donc, c'est une manière de faire comprendre aux Occidentaux que moi, Russie, la prochaine fois que j'aurai un problème avec un autre pays, je vous demande de vous écarter de mon chemin. Lui qui va se mettre sur mon chemin, voici comment il va souffrir, voici comment je vais le démilitariser. Donc en faisant durer le conflit, en faisant durer cette opération spéciale, les Occidentaux saignent. Ils ne savent plus quoi faire, puisqu'ils sont allés trop loin. Ils sont allés trop loin, le monde entier les regarde. Ils veulent négocier, mais négocier comment? Négocier comment? Si aujourd'hui ils négocient l'Ukraine, paix, ils vont dire, mais vous avez soutenu l'Ukraine, la coalition de l'OTAN n'a pas pu chasser les Russes et tout, l'Ukraine a perdu truc. Mais pourquoi vous n'aviez pas proposé cette solution dès le départ pour éviter la prise de d'autres territoires russes? Et vous avez fait rêver les Ukrainiens, beaucoup sont morts et tout, pour finir comme ça. Pour finir comme ça, pour que d'autres territoires puissent passer sous le contrôle russe. Donc c'est une honte. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, on doit soutenir les Ukrainiens jusqu'à la victoire totale. Mais quand eux-mêmes ils voient que non, la victoire est impossible. Donc les Américains commencent à demander aux Ukrainiens, non, négocier, négocier. Mais pourquoi ils disent négocier? Puisque c'était un avantage pour l'Amérique, n'est-ce pas? C'était un avantage pour les Américains pour affaiblir la Russie. Mais eux-mêmes, ils se rendent compte que non. Eux-mêmes, ils s'affaiblissent, les Américains. Parce qu'il y a un remplacement qui les attend en Asie. C'est la Chine guette Taïwan. L'Iran est là. Ils ne savent pas quand est-ce que l'Iran et Israël, ça peut péter à tout moment. Donc, ils se disent, si on continue dans cette histoire d'Ukraine là, on va se démilitariser. Et donc, si notre bon petit Israël a un problème, on va faire comment? Si la Chine et Taïwan ont un problème, nous, on va faire comment? On veut négocier parce que les Russes, on ne peut pas les battre comme ça. On ne peut pas les battre comme ça. Parce que les armes qu'ils ont envoyées en Ukraine, ce n'est pas petit. Hein. Et puis eux-mêmes, ça leur coûte cher dans leur propre budget. Ce n'est pas armes seulement. Ils sont obligés d'envoyer de l'argent chaque fin du mois pour payer tous les fonctionnaires ukrainiens. Je vous le dis, tous les fonctionnaires ukrainiens. Y compris même les ministres, la présidence, c'est-à-dire Zelensky. Eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui maintenant qui payent Zelensky son salaire. Ils payent les ministres de Zelensky et tout. C'est eux qui payent. Sinon, s'ils ne payent pas, l'armée ukrainienne va se retourner contre Zelensky. Ils payent les retraités et tout. Donc, ça leur coûte cher parce que non seulement leur budget qu'ils avaient calculé pour l'Union européenne, pour l'année 2022, 2023 et tout, voilà un autre problème qui surgit. Il faut maintenant faire aussi un autre budget pour soutenir l'Ukraine. Les Américains aussi doivent faire. Donc, du coup, ils sont obligés de gérer leur propre population, mais une autre population qui ne fait pas partie de l'UE. Donc, ils doivent dépenser beaucoup d'argent. Donc, indirectement, ils sont là à se dépouiller. Ils disent non, ce sont les Russes qui dépensent pour la guerre. Mais non, eux-mêmes aussi, ils dépensent. Et en plus, ils n'ont plus de l'énergie bon marché. C'est-à-dire l'énergie qui avait un prix très bas chez eux. Aujourd'hui, le prix est maintenant élevé. Donc, ils sont obligés de taper encore dans les portefeuilles pour payer l'énergie à un prix très élevé. Ceux à qui ils n'étaient pas habitués auparavant. Donc, c'est un nouveau monde. Ils se réveillent brusquement dans un nouveau monde. Et ils se disent, si on savait là, on allait négocier. Si on savait, on n'allait pas se jeter dans cette histoire. Maintenant qu'on est engagé, on fait comment? On va aller jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout là. Eux-mêmes, ils commencent à se plaindre. Ils lancent des cris d'alerte pour dire, on manque d'armes. On ne sait plus comment faire. Ceci, cela. Voilà pourquoi Macron, il remet ciel et terre. Et il demande à Poutine d'arrêter. Il demande à Poutine d'arrêter. Il frappe à toutes les portes parce qu'à un moment donné, il voit la réalité en face. Il ne sait plus quoi faire. Mais si Macron remet ciel et terre, ce n'est pas lui seul. C'est parce qu'il y a des pays européens qui l'envoient pour dire il faut négocier. Il faut faire truc. Mais il n'est plus crédible. Puisque lui, il a soutenu l'Ukraine et il soutient l'Ukraine. Donc, du coup, les Russes ne le voient pas comme quelqu'un qui est quelqu'un de truc de bonne foi. Puisque c'est avec l'Allemagne et la France, ils avaient négocié l'accord de Minsk. Eux, ils n'ont jamais mis la pression sur les Ukrainiens pour faire respecter ça.
Donc aujourd'hui, ils ne peuvent pas encore dire, bon, on va entreprendre des négociations pour signer d'autres accords. Qu'est-ce qui prouve qu'ils vont respecter ça? Qu'est-ce qui prouve qu'ils ne vont pas encore gagner du temps pour former encore l'armée ukrainienne, donner des armes à l'Ukraine pour une autre guerre? Donc les Russes ne leur font plus confiance. Voici le vrai problème. Et l'inflation frappe partout. L'inflation, même aux États-Unis, ça frappe. Au Canada, ça frappe. Donc, du coup, tout le monde ne sait plus quoi faire. Tout le monde ne sait plus quoi faire. Donc, l'OTAN, si jamais il y a accord, l'OTAN se ridiculise devant le monde entier. Cette grande coalition militaire qui existe sur cette terre va se ridiculiser devant la Russie. Et donc, les gens qui vous disent que l'armée russe est incapable, l'armée russe est incompétente, ce sont des mensonges. Quand on dit une armée est puissante de nos jours, une super puissance, c'est l'armée russe. Je vous le dis, hein, parce que si on prend one by one, je mets au défi, one by one, tous les pays membres de l'OTAN, tous les pays qui composent l'OTAN, si on prend one by one, c'est chaque pays membre de l'OTAN, on compare chaque pays par sa force militaire avec celle de la Russie. Si ce n'est pas les Américains, je ne vois pas autre pays membre de l'OTAN. Prenez tous les pays membres de l'OTAN, les 30 pays qui composent l'OTAN. Prenez un à un et comparez leur force militaire avec celle de la Russie. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Et puis, en dehors de l'Amérique, si c'était un autre pays membre de l'OTAN, avec cette opération spéciale qui a duré pendant 9 mois, je vous le jure, ce pays n'allait même plus avoir de munitions. Ce pays n'allait même plus avoir d'armement. Ou même pas de soldats. Je vous le dis. Est-ce que l'Angleterre peut tenir pendant 9 mois face à une opération spéciale avec un pays comme l'Ukraine? L'Ukraine n'est pas un petit pays hein, qui n'est pas armé. Non, non, non. Sur le plan militaire, mais l'Ukraine est un pays avancé technologiquement. Sur le plan technologie militaire, l'Ukraine est avancée. Ce n'est pas des pays comme les Irak, l'Irak ou bien la Libye. Là, hein. Non, non, non. On vous parle d'un pays qui, dans son vécu, a eu une fois fabriqué des armes atomiques. Donc, pour fabriquer l'arme atomique, là, c'est une compétence militaire, une science militaire. C'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Et cette science, ce n'est pas n'importe qui maîtrise ça. Il n'y a que le Sud-Afrique, en Afrique là-bas, seulement qui maîtrise. En Afrique, là, toute l'Afrique, aucun pays africain ne maîtrise cette connaissance. Les Ukrainiens maîtrisaient ça. Et ils avaient cette capacité. Est-ce que vous comprenez? Ils ont la capacité de fabriquer les gros avions du monde. Les avions de transport. Chose que même certains pays européens sont incapables de fabriquer. La France a la compétence de fabriquer mais les avions de transport militaire de tel truc envergure, ce que les Ukrainiens fabriquaient, la France ne fabriquait pas ça. Ne pouvait pas fabriquer ça. Est-ce que vous comprenez? L'Angleterre même, on n'en parle pas. Ne peut pas. L'Allemagne, non. Donc, les Ukrainiens ont eu une certaine connaissance. Même les moteurs d'avion, ils fabriquaient ça. Donc, c'est une grande truc. Ils ont eu une grande connaissance technologique en matière de militaire. En matière militaire. Donc, c'est pas un petit pays. Donc, tous les pays que l'OTAN a attaqués depuis son existence, l'OTAN n'a jamais attaqué un pays qui était puissant comme l'Ukraine. Et puis l'Amérique, je mets au défi les Américains, ils ont attaqué quel pays depuis la Deuxième Guerre mondiale? Un pays qui est aussi puissant que l'Ukraine. Et puis, et puis ils se sont en sortis victorieuses. Cette Amérique-là. Jamais, il n'y a jamais eu un pays comme le seul pays où qu'ils avaient attaqué, c'était le Japon, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Mais tellement c'était chaud, ils étaient obligés d'utiliser le nucléaire. Première puissance mondiale. C'était chaud sur eux. Face aux Japonais, ils étaient obligés de larguer bombes nucléaires.
Parce qu'ils n'arrivaient pas. Le petit Japon, là, c'était tellement chaud sur les Américains, ils étaient obligés d'utiliser bombes nucléaires à tir. Parce que c'était chaud sur eux. Les Russes n'ont jamais utilisé bombes nucléaires. Si c'était les Américains face aux Ukrainiens, il y a longtemps, ils ont utilisé bombes nucléaires. Même face à la Corée, la guerre de la Corée, ils avaient voulu utiliser l'arme nucléaire, les Américains. Eux là, quand ils font ces choses sur eux, c'est armes nucléaires, ils réfléchissent sur armes nucléaires ou bien les armes bactériologiques. Guerre du Vietnam. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé les armes bactériologiques? Quand c'est chaud sur eux, ils utilisent les bombes sales. Bombes nucléaires ou bien les bombes bactériologiques. C'est tout ce qu'ils utilisent. Mais pour dire guerre conventionnelle, sans utiliser bombes nucléaires ou bien bombes les bombes, comment on appelle ça, les autres bombes, les Américains ne tiennent pas le coup. Face à des petits pays, ils sont obligés d'aller en coalition. Donc, avec un tel pays, on ne peut pas dire que c'est une superpuissance. Non, non, non. Moi, je n'ai jamais vu cette superpuissance américaine. Parce que partout les Américains interviennent, ils vont toujours en coalition. Même pour aider les Ukrainiens face aux Russes, ils sont incapables de dire que nous, Américains, en tant que première puissance du monde, on prend l'engagement de soutenir les Ukrainiens en armement, en argent, on n'a pas besoin des Européens. Mais toujours avec nos alliés, donc ils ne peuvent pas faire quoi que ce soit sans les alliés en fait. Les Américains, ils sont comme ça. Je dis bien, ils sont comme ça. Ils ne peuvent rien faire sans leurs alliés. Donc, quelqu'un qui fait tout avec son allié, on ne peut pas dire qu'il est fort. Si tu es trop fort là, tu agis seul. Tu ne comptes pas sur les autres pour agir. Donc, voici la vraie vérité. Maintenant, si on dit non, face à l'OTAN, la Russie, mais ça, ce sont des discours des lâches face à l'OTAN. Dites-nous plutôt que non. Les pays membres de l'OTAN, face à l'Amérique, seule la Russie ne peut pas. Face à la France, seule la Russie ne peut pas. Face à l'Angleterre, seule la Russie ne peut pas. Mais ne dites pas face à l'OTAN parce que ça, c'est des lâches qui tiennent ce genre de discours face à l'OTAN. Mais l'OTAN, là, c'est combien de pays? C'est 30 pays coalisés. Donc, vous êtes ensemble et vous vous comparez à un seul pays. Et en même temps, vous dites, ce pays n'est pas fort, n'est pas puissant. Mais si ce pays n'est pas puissant, pourquoi, en vous adressant à ce pays-là, vous parlez en groupe? Vous vous dites, face à l'OTAN, mais dites, non, on n'a pas besoin de l'OTAN pour agir en Russie et qu'on peut agir sans même l'aide de l'OTAN, on peut agir seul. Mais face à la Russie, non, l'OTAN. Et vous tenez encore des discours pour dire les Russes ne sont pas forts, ce n'est pas une puissance militaire. Mais vous comprenez la contradiction. Tu dis que quelqu'un n'est pas fort. Tu ne peux pas agir seul, hein? Tu ne peux pas parler en ton nom. Mais tu dis non, notre groupe là, tu es dans l'histoire de notre. Mais il faut dire moi seul. Si tu penses qu'il n'est pas fort, adresse-toi à lui, agis seul pour que tu puisses sentir sa colère, pour voir s'il a les muscles ou pas. Mais il ne faut pas parler en groupe. Malgré que vous êtes en groupe, la Russie ne recule point. Elle vous tient tête et vous êtes incapable d'agir contre elle pour aller la bombarder. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà. Donc à partir d'aujourd'hui, des gens qui prennent l'Amérique comme superpuissance, l'Amérique n'est pas la superpuissance. Ce sont des lâches. Ils ont été toujours des lâches et ils sont comme ça. Ils se cachent toujours derrière les autres pour faire n'importe quoi. Même les coups bas, pour faire des coups tordus, ils envoient les autres et puis eux, ils sont en retrait. Et ils font n'importe quoi. Et après, ils se jouent les démocrates, ils se jouent les trucs, hein, qui revendiquent les valeurs morales, ceci, cela. Mais en réalité, ce sont des lâches. Les anglo-saxons ont été toujours des lâches. Ils ont toujours utilisé des proxys pour faire leur connerie, en fait. Et ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Ils sont toujours comme ça. Eux-mêmes, ils savent que pour affronter la Russie, sans l'aide de l'Europe, ils ne peuvent pas. Les Américains, eux seuls, ils ne peuvent pas. Ils sont conscients. Ils sont conscients. Même la guerre économique. Ils n'ont pas dit que c'est l'Amérique qui détient toute la technologie du monde. Et qu'aucun pays ne peut faire la guerre économique à l'Amérique. Mais
face à cette guerre économique que l'Amérique a déclenchée, face à la Russie, les Américains avaient besoin des Européens. Sans l'Europe, l'Amérique va faire quoi? Ces sanctions contre la Russie ne pouvaient pas arriver quelque part. Donc, elle a été obligée de demander l'aide de ses alliés pour mener la guerre économique face à la Russie. Mais dans ça encore, ils ont échoué. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce sont des lâches. L'aide militaire qu'ils apportent aux Ukrainiens. Au lieu de dire, nous seuls, on n'a pas besoin de vous, nous seuls, on va agir. Non, l'Amérique et ses alliés, ils ont été aussi obligés d'utiliser leurs alliés pour agir. Sinon, eux seuls, ils ne peuvent pas. Et ils sont comme ça, c'est des lâches. Et après, ils se gonflent les muscles pour dire, hein, superpuissance. Mais imaginons que la Russie agissait en Ukraine en disant que bon, la Russie et ses alliés vont agir. Ils n'allaient pas dire, mais les Russes sont des lâches, ils sont incapables. Devant l'Ukraine, ils appellent les alliés. Mais quand l'Amérique agit comme ça pour dire, nous et nos alliés face à truc, là, oui, l'Amérique, c'est normal. Oui, ils ont besoin de... Et les gens ne trouvent pas que non, c'est des gens, ils sont truc, incohérents. Hein? Donc, voici un peu la vraie vérité en fait. Donc, la Russie, à partir d'aujourd'hui, est la vraie première puissance mondiale. Ne vous laissez pas impressionner par les navires de guerre américains, les trucs, hein, les avions dont possèdent les Américains. Ils peuvent posséder tout ça. On n'en dit qu'on vient pas. Un grand nombre d'avions, un grand nombre de trucs de navires. Mais ça, il faut des missiles bien précis et concis pour démolir tout ça, démanteler ça. Mais bien sûr, parce qu'il y a des gens qui disent, quand vous regardez les médias mainstream, pour dire si la Russie fait truc, l'Amérique va détruire toute la flotte de la mer Noire qui appartient à la Russie. Comme si les Russes allaient rester là, bouche fermée, ils n'allaient pas agir. Demandez aux Ukrainiens à chaque fois qu'il y a eu une attaque sur la Crimée, la réponse a été claire. C'est parce que les Ukrainiens n'ont pas de flotte. Sinon, si les Américains se jettent dans un tel jeu, mais ils vont voir leurs bases militaires aux alentours seront attaquées dans les heures qui suivent. Il y aura des bombardements sur leurs bases militaires navales qui se trouvent en Europe, à peu près partout. Donc, ils ne sont pas bêtes. Et les Européens, non, ils vont détruire la flotte de la mer Noire. Et c'est comme si... J'ai l'impression que les Européens, souvent il y a des gens qui se disent des experts, mais qui sont inconscients en fait des conséquences d'une telle déclaration. Non, si les Russes font truc, les Américains vont détruire les navires de la flotte noire immédiatement. Hein? Ils vont détruire. Et les Russes vont dire, ah, pardonnez, ne détruisez pas. Ah, pardonnez, pardonnez. Ah, vous avez détruit, mais ne faites plus ça, s'il vous plaît. On vous demande pardon. Sans que les Russes en agissent, mais vous rigolez. Hein? S'ils le font, il y aura aussi une riposte aux Russes. Et ils savent qu'ils ont leur porte-avions à travers la mer, à travers les mers. Donc, s'ils font ça, il y aura des porte-avions qui vont rentrer sous la mer, immédiatement. Donc, les Américains ne sont pas bêtes. Pourquoi ils n'attaquent pas ça? Pourquoi ils se cachent derrière les Ukrainiens? Eux, avec les anglo-saxons, les Anglais, ils se cachent derrière les Ukrainiens pour faire des coups bas. Pourquoi eux-mêmes, ils ne prennent pas leurs propres avions pour dire on va attaquer des drones venant d'eux-mêmes, qui donnent eux-mêmes, ils utilisent leurs propres pilotes, leurs propres missiles, et puis ils attaquent, bouh, et puis ils disent, bon, nous avons détruit, et puis ils revendiquent ça. Même au Nord Stream, quand ça a été attaqué, ils ont dit non, 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 c'est pas eux. Pourquoi ils refusent? Pourquoi ils disent pas que non, c'est nous qui avons détruit, et puis il n'y a rien? Pourquoi ils ne veulent pas que les pays où ce sabotage a eu lieu, ou bien ces sabotages ont eu lieu, ne disent pas ce qu'il y a eu réellement? Et puis ils disent non, 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 c'est pas nous, c'est pas nous. C'est parce que, en disant que c'est pas eux, c'est pour éviter qu'il y ait une riposte. En utilisant l'Ukraine comme proxy, c'est pour éviter que les Russes ripostent sur leur propre truc. Donc, ils mettent les Ukrainiens devant, et puis eux, ils sont derrière, ils font.
Et puis ils disent, non, 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 c'est pas nous, nous on n'est pas dedans. Donc vous comprenez la lâcheté. Donc ce sont des lâches. Donc, les Européens qui tiennent ces gens de discours, les Américains vont détruire la flotte, les navires de la flotte noire hein, qui se trouvent. Non, non, non. Réfléchissez avant de tenir de telles bêtises. Comme si l'Amérique était intouchable. Demandez aux Iraniens, demandez aux Américains si les Iraniens n'ont pas bombardé leur base militaire. Faites un truc, arrêtez de prendre l'Amérique comme un pays qui était intouchable. Eux-mêmes, ils sont conscients, voilà pourquoi ils ne font pas certaines choses. Ils ont des limites, voilà pourquoi, un, deux, trois, ils appellent la Russie à négocier en cachette, sans même que les Européens ne soient au courant. Les Américains et les Russes ont négocié sans que les Européens ne soient au courant. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas dépasser. Donc, pour maintenir le dialogue, pour ne pas que cela dérape entre Amérique et Russie, ils sont obligés de maintenir le dialogue pour dire ah, on ne veut pas faire la guerre, nous deux, on ne veut pas faire la guerre. L'Ukraine, bon, on peut s'affronter, mais on ne veut pas que ça dépasse les limites. Voilà, ceci, cela. Et soyons sages et tout. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils sont conscients que si ça dérape, à Moscou comme Washington, chaque ville sera rasée. Et il n'y aura pas de truc, il n'y aura pas histoire de truc d'à peu près. Chacun va frapper durement le pays de l'autre. Et c'est clair, il n'y a pas de médicaments dans ça. Donc ils sont conscients les uns et les autres. Abdourabo, il dit, il ne savait pas que les Russes allaient tenir. Oui, les Russes ont tenu parce qu'ils sont forts. Les Russes sont puissants. Ils sont puissants. Et puis, je vous informe que depuis ces derniers jours, il y a 3 jours de cela, même aujourd'hui, les Russes sont en train de maintenant envoyer des nouveaux armements sur le front. Les chars T-90 et les Tor 2. Les Tor 2. Ce sont des trucs, les lances missiles thermobariques. Donc, ce sont des trucs, des lance missiles multiples thermobariques. Eux, ils utilisaient le Tor 1A. Le Tor 1A auparavant. Donc, c'était un ancien modèle. Maintenant, ils ont commencé à envoyer les Tor 2 sur le front et des chars T-90 peints en blanc. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour l'hiver. Donc, ce qui veut dire il y a une opération de grande envergure qui va se préparer en hiver. Donc, ils sont en train d'envoyer des chars de guerre qui sont peints en couleur blanche. Puisqu'il y a la neige. Donc, voilà. Ils ont commencé à envoyer ça. Depuis il y a 3 jours, ça vient sur la ligne de front. Et aujourd'hui, pendant que je fais la vidéo, Kherson, sur la rive droite, est en train d'être bombardé sauvagement cette nuit-là. Ils sont là frappés dur, les Ukrainiens. Leur position, ils sont là bombardés partout. Sur Kherson, en ce moment où je vous parle. Donc, voilà un peu. Voilà un peu. C'est hier, ils avaient frappé. Ils ont commencé même déjà à s'apprendre au train qui transportent les chars de guerre. Aujourd'hui, ils ont frappé un train qui avait des chars qui venaient de la Pologne. Ils ont frappé ça, ils ont détruit ça. Avec des milliers de chars. Tout a été bombardé. Ils ont dit, les Russes ont commencé à s'apprendre aux armements que livrent les Occidentaux. Ils ont commencé à s'apprendre. Auparavant, ils laissaient ces trains-là décharger avant de faire truc. Mais maintenant, ils ont commencé à frapper. Ça est sur même les rails, sur le chemin de fer, et puis ils frappent ça là-bas. Ils ne laissent plus ça. Ils ont commencé à s'apprendre à ça durement. Et voici comment les Russes peuvent gagner. Comment ils peuvent priver l'Ukraine de l'aide de l'OTAN? Il y a 3 possibilités. Et je vais les mentionner ici. C'est très clair. Je sais que vers l'ouest de l'Ukraine, les habitants de là-bas, ils détestent les Russes. Ils détestent les Russes. Donc, si les Russes veulent couper cette voie d'approvisionnement de l'OTAN sur l'Ukraine, ils doivent lancer une grande offensive sur la ville d'Alviv. Alviv. Donc, non loin de la frontière polonaise.
ils doivent frapper là-bas et couper. C'est-à-dire, ce n'est pas pour occuper la ville, pour dire, bon, la ville va devenir une ville russe, non. Mais ils doivent frapper là-bas pour prendre cette ville et empêcher. Parce que là-bas, il y a une voie terrestre, voie ferrée, qui permet aux Européens d'alimenter en armes les Ukrainiens. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils doivent frapper là-bas dur pour couper cette voie-là. Quand ils vont couper cette voie-là, il n'y aura plus d'aide militaire de l'OTAN venant du côté de la Pologne. Donc, ça sera bloqué. Mais comme l'Ukraine et la Hongrie font frontière, la Hongrie refuse que son territoire soit un territoire de trafic d'armes sur le territoire ukrainien. Donc, la Hongrie ne permet pas cela. Alors, il reste quoi? Il reste la Roumanie. Donc, ça va passer par la Roumanie vers Odessa pour alimenter. Or, la Roumanie, il y a la Transnistrie qui peut donner des informations. Voilà. Ils peuvent être des espions pour informer aux Russes où se trouvent les armes qui passent à tel endroit et les Russes peuvent frapper. Donc, du coup, ça va empêcher l'OTAN d'avoir une capacité d'envoyer, alimenter l'Ukraine en armement. Donc, ça, et quand ça sera attaqué, vers l'ouest, ça sera attaqué, les Ukrainiens seront dans l'obligation de dégager des forces vers l'est, vers le Donbass, pour envoyer ça vers l'ouest, parce qu'ils ne vont pas aimer que là-bas soit attaqué. Donc, ils vont envoyer des renforts. Pendant qu'ils envoient des renforts, ils vont s'affaiblir du côté du front est. Donc, en même temps, les Russes en profitent pour lancer encore une contre-attaque très violente. Et voici la deuxième solution. La deuxième solution, c'est d'attaquer la ville de... excusez-moi. C'est pas Izoum, c'est-à-dire au nord de Kharkiv. Il y a des villes qui sont au nord de Kharkiv, non loin de Kiev. Ils attaquent là-bas pour couper l'approvisionnement sur la ville de Kharkiv. Donc, quand ils vont frapper là-bas, il n'y aura plus d'approvisionnement sur la ville de Kharkiv. Ça sera coupé. Et Zaporizhzhia aussi sera coupé. Une fois que c'est coupé, les Ukrainiens ne pourront plus tenir sur la ligne Est. Donc, ils seront obligés de ramener des forces pour défendre là-bas. En ce moment, les Russes profitent pour frapper. Du côté de la Biélorussie, ils envoient des forces massives pour frapper et menacer Kiev. Quand Kiev sera menacé, ils vont diminuer les forces qui sont vers l'Est pour venir défendre la capitale. Et c'est comme ça qu'ils vont prendre une très grande partie encore de l'Est. Et une fois que c'est pris, alors ils retirent les forces du côté de l'Ouest, ils retirent les forces du côté de Kharkiv et ils viennent maintenant renforcer l'Est. Ils envoient 1 million de soldats bien fortifiés, des armements lourds et ils gardent là-bas pour ne plus bouger d'un iota. Et à chaque fois, ils mettent des bombardements massifs sur l'Ukraine pour frapper, pour leur faire comprendre qu'à un moment donné, il faut négocier. Et ainsi, l'OTAN va prier. Voici la vraie. Voilà, Irpin, voilà, tout ça. Et ainsi, l'OTAN va prier, sera dans l'obligation de négocier. Si ce, on se laisse, c'est un incontournable, bien compris. Je remercie à tous ceux qui m'ont donné les 1000 étoiles. Ciao et bonne nuit à tous.